Bonsoir, donc bienvenue ce soir pour un webcast du GUS, le premier de la série 2 basée sur l'industrialisation. On va parler dans ce premier webcast d'un tour d'horizon des SSDT base de données. Donc SSDT base de données, outils d'industrialisation de la création de bases de données et de procédures stockées et de vues et d'objets SQL en général. Alors j'espère qu'en 30 minutes, je vais avoir le temps de vraiment vous donner envie sur cet outil qui est un outil très puissant. Alors avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Charles-Henri Sauger, je fais partie d'une société qui s'appelle Scope IT, une société coopérative qui propose du consulting sur le décisionnel Microsoft en particulier. Donc je vais pas avoir beaucoup de slides, j'en ai très peu. L'idée c'est vraiment de vous présenter l'outil. Alors cet outil, je vais vous le présenter à travers un agenda assez rapide, un agenda où je vais vous présenter comment on crée un projet de base de données, comment on peut utiliser SSDT pour faire du mode online ou offline, je vais vous expliquer un peu la différence entre les deux, que contient un projet, comment utiliser le schéma compare qui est certainement une des fonctionnalités les plus puissantes de l'outil, ainsi que le refactoring qui va vous permettre de renommer différents objets et avoir la réplication de ce renommage dans tout votre projet. Et enfin, comment publier ce projet de base de données cette fonctionnalité qui est un élément clé de l'outil, ce qui permet d'éviter d'envoyer des points SQL à nos amis DBA et d'un peu plus industrialiser cette partie base de données. Alors, le seul slide de la soirée, en plus de ma présentation, c'est où trouver SQL Server Data Tool base de données. Question qui peut paraître simple de prime abord, mais qui ne l'est pas complètement, étant donné que avant 2013, Visual Studio 2013, on pouvait télécharger une version standalone. Donc vous alliez sur le site de Microsoft, vous cherchiez SSDT base de données, et vous obteniez une version autonome. Vous double-cliquez dessus, vous installiez SSDT base de données. Depuis Visual Studio 2013, c'est plus le cas. C'est uniquement disponible depuis Visual Studio. Donc vous devez avoir une Visual Studio Express ou standard ou professionnel pour l'utiliser. Alors sachant que si vous utilisez la version Express, ça va vous embêter, étant donné que ça vous force à avoir deux SSDT différents. Par exemple, si vous faites de la BI comme moi, vous avez SSDT BI. Si vous installez la version de Visual Studio Express en 2013 pour avoir SSDT base de données, vous aurez deux exécutables différents et c'est pas très pratique. Donc je vous conseille d'utiliser une version standard de Visual Studio pour 2013. Sinon, les installeurs autonomes sont disponibles pour les versions d'avant. Alors, passons directement aux démos. Alors pour cette petite démo, je vais donc lancer SQL Server Data Tool en 2013. Hop. Et je vais donc faire fichier, nouveau, projet. Projet, pas BI, pas aujourd'hui, SQL Server, projet de base de données. Alors ce projet, je vais l'appeler test, pourquoi pas. Je vais créer un répertoire et je peux l'ajouter au contrôleur de code source. Alors là, on a un premier gros avantage comparé à la livraison via scriptsql.sql. Vous allez pouvoir vraiment versionner ce projet, l'envoyer, travailler à plusieurs dessus et utiliser toutes les fonctionnalités de TFS, le merge, la comparaison de modifications avec une version antérieure, les commentaires, de façon intégrée. Et ça, c'est déjà un très gros point à mon goût. Alors je crée ce projet. Donc là j'ai coché ajouter à mon contrôleur de code source, que j'aurais pas dû faire. Je vais fermer, on va pas s'en occuper pour l'instant. Donc j'ai créé un projet. Première chose, j'ai mon explorateur de solutions classique. Pour ceux qui utilisent Visual Studio, ça va pas les perturber. Mais j'ai aussi un explorateur d'objets SQL Server à gauche. Ça c'est la première partie, mode offline, mode online, qu'on voit ici. Donc quand vous regardez ici, vous avez SQL Server qui va vous représenter vos bases de données en ligne, vos bases de données déjà déployées, et votre projet qui vous représente votre projet en cours de création, ce qu'on vient de créer ici. Donc si je me mets sur SQL Server, vous voyez qu'il me propose des bases qu'il a détectées sur ma machine, mais je peux très bien ajouter un SQL Server. Hop.
Et là, parcourir mes bases, mes vues, un peu comme dans SQL Server Management Studio. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi utiliser donc ce mode en ligne au lieu de Management Studio qui marche très bien? Je ne dis pas le contraire, je m'en sers régulièrement. C'est parce que quand vous allez faire des modifications ici, vous allez pouvoir, avant de les enregistrer en réel sur votre serveur, avoir une vérification que votre syntaxe est bonne, avoir une vérification que vous n'allez pas impacter des objets. Vous allez avoir une sorte de compilation avant l'exécution sur le serveur. Donc ça, c'est pas mal. On ne va pas s'étendre sur la partie en ligne. L'avantage de cette présentation donc de l'explorateur d'objets, c'est que ça vous permet éventuellement de voir la version déployée de votre base de données pour comparer avec ce que vous avez dans votre projet. Et ça vous permet aussi de voir comment votre projet, lui, va être représenté sur le serveur. Vous voyez que là, je suis sur projet, donc mon mode offline, mon projet qui est en cours de développement, et j'ai la vision telle qu'il va être quand il va être déployé sur le serveur, sous forme de table, de vue, de synonyme, de programmabilité, alors qu'ici, pour l'instant, je n'ai aucun objet dans mon explorateur de solutions. Je suis pas sûr que vous voyez très bien ma souris quand je fais des petits ronds aujourd'hui. Donc quand je parle d'explorateur de solutions, c'est ce que vous avez à droite. Quand je parle de explorateur d'objets, c'est ce que vous avez dans la fenêtre de gauche. Donc première étape, après la création de ce projet, ça va être de créer éventuellement un objet. Un objet, pourquoi pas une table. Donc je fais un clic droit, ajouter, et là vous voyez que j'ai un certain nombre d'éléments classiques. Donc dans ajouter, j'ai fonction incluse, table, fonction scalaire, procédure stockée, script. Ça, c'est les objets les plus courants. Sinon, je peux faire nouvel élément, et là, j'aurai les objets qui sont un peu moins courants. Clé primaire, clé étrangère, toute l'intégralité des objets SQL disponibles à la création. Donc, moi, je vais faire plutôt un clic droit, ajouter table que je vais appeler test, pourquoi pas, ou Toto, tiens, pour rester dans l'informatique. Ah, tiens, j'ai vu un truc intéressant. Quand j'ai fait ajouter table, vous voyez qu'ici j'avais même les tables optimisées en mémoire. Les tables Hekaton qui sont arrivées en 2014, là, vu que j'ai la dernière version, il me propose bien tous les objets qui sont disponibles pour mon SQL Server, même sur les dernières versions, ce qui me permet d'avoir les syntaxes qui ne sont pas forcément des syntaxes avec lesquelles je suis familière. Donc c'est quand même assez pratique. Donc là, vous voyez qu'il m'a généré une table, le script d'une table, créer une table avec dbo.auto, un identifiant par défaut. C'est quelqu'un de très sympathique, cet outil SSDT base de données. Et lui, il me dit, il va falloir que tu mettes une primary key, donc je t'en génère une, qui s'appelle ID. Et si tu veux, tu peux le changer. Tu peux le changer soit via le concepteur, ici, je pourrais dire, ah ben, il s'appelle pas ID, ça va être ID Toto plutôt. De type entier, j'ai une liste déroulante qui me permet de sélectionner mon type de données, autoriser les valeurs nulles ou pas, est-ce que j'ai une valeur par défaut? Donc là on voit tout de suite déjà une des premières différences avec SQL Server Management Studio, c'est qu'on a une interface graphique qui est quand même un peu plus agréable à utiliser, en particulier pour les valeurs par défaut ou pour les compteurs, que notre version de SSMS. Donc là, si je mets une valeur par défaut, vous voyez qu'en temps réel, il me modifie mon script de création. Je pourrais d'ailleurs supprimer ici, et de la même façon, il me modifierait, en modifiant le script, directement le concepteur graphique. Je pourrais sélectionner identité pour dire c'est une identité, et si je fais un clic droit sur le bandeau ici, vous voyez que je peux choisir un certain nombre de choses. J'aurais pu décider aussi d'afficher le début du compteur pour dire, bah, en fait, tu commences pas à 1, tu commences à 1000. Voilà, donc là vous avez une interface très simple pour déjà faire des choses assez puissantes, c'est-à-dire créer une table et avoir une structure, une aide à la rédaction de tout ça. Donc là j'enregistre ma table, je n'ai pas du tout publié ce script sur mon serveur, j'ai juste enregistré une table et j'ai quand même la possibilité de voir à quoi va ressembler cette table dans mon projet hors ligne de mon explorateur d'objets SQL Server. Déjà là, vous avez un gros point comparé à SSMS. Vous êtes en train de définir une structure de base de données de façon totalement désynchronisée d'une base de données avant même de commencer à déployer et de voir comment va réagir SQL Server. Tout en ayant une vision de votre projet final assez fidèle et assez sympathique. De la même façon,
Si j'ai envie de rajouter une clé étrangère, je pourrais très bien ici faire ajouter une nouvelle clé étrangère pour avoir un assistant graphique. Donc ça, c'est une première force de SQL Server Data Tool. C'est pas tout, rassurez-vous. Si je vous montrais juste comment créer une table, ce serait un peu léger. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est la possibilité de comparer des schémas. Donc là, j'ai fait un clic droit sur mon projet, comparaison de schémas, et je vais lui dire, tu prends mon projet test, donc qui est finalement une représentation d'une base de données, et tu vas la comparer avec une base de données cible. Donc cette base de données, c'est une base qui est hébergée sur un serveur SQL chez moi, donc j'ai sélectionné sa connexion. Je clique sur comparer. Donc pour la petite histoire, c'est la base de données que je vais utiliser pour ma présentation aux journées SQL Server, que j'ai commencé à préparer. Et donc, il me dit, le résultat de cette comparaison entre ce projet local et ce projet distant, qui existe, qui a déjà des tables, c'est toutes ces actions, tous ces scripts. Sur mon projet local, je n'ai pas la table qui s'appelle call.badge. Et donc, c'est ce script-là. Je n'ai pas comment. C'est ce script-là, il compare avec la fenêtre de gauche, donc mon projet local, et il me dit, je n'ai rien. Sur le projet, tu as quelque chose. Ok, je peux comparer et donc voir des différences. Ça déjà, c'est un élément important. Ça me permet éventuellement de comparer deux bases de données et de dire, ah bah tiens, j'ai des différences, c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a fait une livraison qui n'était pas maîtrisée. Donc ce que je vais faire moi dans un premier temps, c'est une sorte de rétro-conception, dans le sens où je vais changer l'ordre de mes comparaisons. Je vais partir de mon serveur distant et je vais comparer avec mon serveur local. Je fais comparer, je vais avoir le même résultat. Sauf que là, il va me dire, je te propose d'ajouter ces différentes structures. Donc je dis, tiens, il veut me faire quoi? Il veut me supprimer la table Toto. En effet, la table Toto n'est pas sur mon serveur distant. Et il veut me rajouter la table Badge, la table Comments, la table Link et différents éléments. Vous voyez là, il me dit, je vais rajouter un schéma qui s'appelle Call et un schéma qui s'appelle Data Warehouse et une fonction qui s'appelle GetDimDate. C'est exactement ce que je voulais faire, ça tombe bien. Je fais mettre à jour. Et là, quand il va me dire, tu vas mettre à jour la cible, ça veut dire qu'il va me mettre à jour mon projet de base de données que je viens de créer. Je mets à jour ce projet de base de données, c'est assez rapide. Et là, il m'a rajouté un dossier. Il me crée un dossier par schéma. Dans mon dossier schéma call, il va me donner les tables qui sont associées. Dans mon dossier schéma data warehouse, il va me mettre les fonctions et les tables qui sont associées. Il m'a directement créé les différents nouveaux niveaux de sous-dossiers. Et ça, en termes de lecture, en termes de syntaxe et en termes de maintenabilité, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la facilité de mise à jour que vous avez. Tout est bien rangé. Il m'a même créé un dossier sécurité avec mes deux schémas. Alors, là, j'ai donc mon petit data warehouse qui est intégralement renseigné dans ma base de données test et je pourrais très bien la déployer, ce qu'on verra un peu plus tard. Ce que je vais faire dans un premier temps, je vais voir la fonctionnalité de refactor. Donc refactor, ça va nous permettre de faire par exemple un clic droit sur un objet, refactoriser, renommer et de dire badge name, ça va plus être badge name, ça va être badge LBL pour libeller. Lui, il va me proposer d'avoir un aperçu des modifications. Donc il me dit les impacts qui vont être répliqués sur mes différents objets. Là, j'ai pas d'impact parce que badge libellé n'était pas utilisé. Par contre, si je prends, donc j'ai annulé, le badge ID que je fais renommer, je le renomme en badge key. Là, il me dit, vous voyez, c'est un peu plus verbeux. Ce qui va être mis à jour, ce n'est pas seulement la dimension badge.sql, mais c'est aussi la table qui s'appelle factBadge.sql et la contrainte associée. Ce que je suis en train de vous dire, vous ne rêvez pas, c'est bien que en modifiant de cette façon un ID d'une table, il me met à jour l'intégralité des dépendances de cet objet si je lui demande. C'est-à-dire que tous les badge ID présents dans toutes mes tables, dans toutes mes vues, dans toutes mes procédures stockées, vont être mis à jour directement avec mon projet de base de données.
Autre avantage, il ne va pas vous supprimer la table pour la recréer, pour changer le nom par exemple, ce que pourrait faire un SSMS. Il va vraiment me faire des alters, il va me faire tout le code sans que j'ai à aucun moment besoin de lui demander. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que vous n'aurez jamais besoin de vous poser la question. Vous auriez pu constater que j'ai à aucun moment dit if exist create table. Je ne suis pas en train de lui dire je génère des scripts SQL, je suis en train de lui faire du déclaratif, de déclarer le schéma de ma base de données, et c'est lui qui va se charger de toute la logique de si ça existe, de si j'ai des données alors que je ne peux pas rajouter cette colonne, si j'ai une colonne qui contient des données et que je dis à SSMS, à SQL Server Data Tool de ne pas modifier, de ne pas perdre de données, il va me mettre une erreur, c'est vraiment lui qui va prendre en charge toute la logique. Et ça, c'est très très puissant. Donc là, on a vu rapidement la partie refactor, qui est vraiment un gros point sur l'outil. Je vous l'ai dit, je fais refactoriser, renommer, je mets batch key. OK, il me donne un aperçu des modifications, je fais appliquer, et si je vais dans ma table de fait badge, là c'est le drame de l'effet démo, hop, j'ai encore badge ID, ce qui est assez étonnant. Badge key, pourquoi? Refactoriser. Bon, je passe dessus pour le coup, sinon je vais rentrer dans les affres de l'effet démo. Donc, croyez-moi sur parole, ça vous met à jour vos différents schémas. Donc là, on a fait un projet, on a fait une comparaison de schémas. On a vu qu'on pouvait jouer très simplement à mettre à jour le concepteur et avoir le script qui est autogénéré, qu'on n'était pas dans un mode où on allait devoir rajouter des if exist ma table, alors tu l'as créé, sinon tu ne fais rien. C'est lui qui se charge d'assurer vraiment la cohérence de cette base de données. Et on va voir aussi que ce mode de projet va nous aider dans le déploiement. Si je veux déployer ma solution, je vais pouvoir faire un clic droit, déployer la solution. Pas du tout, c'est clic droit publier normalement, si je le retrouve. Je suis trop haut, c'est pour ça. Publier. Quand je vais faire publier, ça c'est un premier mode de déploiement. Il faut savoir que j'ai deux modes de déploiement. Le mode publish qui va être le mode graphique. C'est pas celui que je vais utiliser pour mon DBA, c'est plutôt ce que je vais utiliser sur mon poste de dev, sur ma base de données de dev. Comme oui, en effet, c'est normal. La base n'existe pas, je veux la créer. Et dans les options, tac, 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 ici, non, mais ici, avancer, ici, je vais pouvoir lui dire, tu bloques le déploiement si jamais une perte de données peut se produire. Typiquement, cette option-là va être très utile si vous êtes amené à supprimer une colonne et que cette colonne n'est pas vide. Ou alors si vous êtes en train de faire un changement de type de caractère et que vous risquez de perdre des données. Ou alors si vous êtes en train de vouloir supprimer une table et que du coup vous allez faire d'une perte de données. Donc c'est lui qui va vraiment vous assurer si vous autorisez ou pas SSDT à modifier votre base et à effectuer des opérations qui peuvent entraîner une perte de données. Donc là, je fais publier. Ça rame un peu. Et là, il m'a généré plusieurs choses. Un aperçu. L'aperçu, si je clique dessus, qu'est-ce que c'est? C'est sous forme littéraire, il va me dire qu'est-ce que va faire ton script? Ton script va reconstruire ces tables-là, aucune. Celui-là, je suis en train de déployer une nouvelle base qui s'appelle test. La base étant nouvelle, il n'a pas eu d'action de reconstruction. Et ensuite, il me dit, tu vas créer cette table, ce schéma et ces deux schémas, ces différentes tables sur le schéma call et ces différentes tables et fonctions. Donc c'est quand même assez sympa d'avoir ce résumé-là.
Ensuite, il m'a créé un script de base de données. Alors là, c'est toute la puissance de l'outil. Lui, derrière, je vous l'ai dit, vous occupez pas de if exist ma table. Lui, il va devoir le faire. Et c'est ce qu'il fait, par exemple, quand vous regardez ici, dans le script, il génère du script qui va comparer avec votre base de données de destination les différents éléments. Donc, vous pourrez vous amuser à regarder ça. C'est pas inintéressant. Enfin, il exécute ce script, et si tout s'est bien passé, vous avez une petite coche verte. Donc on va vérifier que ça se soit bien passé. Alors si vous avez suivi pour vérifier, je peux arriver ici. Soit c'est pas dans le projet hors ligne que je vais avoir mon info, ça va être sur mon projet en ligne. Et donc maintenant sur mon projet en ligne, si j'actualise, j'ai bien ma base de données test. Ma base de données test contient bien les mêmes tables que maintenant mon projet ici qui n'est pas à jour. Hop, actualise, qui est mon projet hors ligne. Alors ça c'est pour la première partie publication. Vous êtes sur votre poste, vous faites votre dev, vous faites des publications régulières pour voir comment fonctionne, si votre script fonctionne bien, si votre base de données fonctionne bien. Ça, c'est pas, je vous l'ai dit, ce que vous allez livrer à votre DBA. Vous n'allez pas lui dire, bah c'est facile, tu lances SSDT, tu récupères les sources de TFS et puis tu fais un clic droit publier. Non, ça c'est pas terrible. Ce que vous allez faire, c'est un projet d'instantané. J'ai fait clic droit sur mon projet d'instantané, et là, j'ai ici un DACPack qui a été généré. Alors, DACPack qui a été généré, je vais l'appeler test. Éventuellement, je lui mets la date du jour, 10/29. Et ça, ce projet, ce DACPack, il est bon pour aller en prod. Alors, comment on déploie un DACPack? Pas en double cliquant dessus, ce que je viens de faire sans faire exprès. Hop, vous voyez, ça ressemble à ça, un DACPack. Alors, c'est ni plus ni moins qu'un conteneur. Hein. Vous pourriez l'ouvrir avec WinZip. Allez, je vous le fais pour écoller. Hop, et il y a un conteneur avec la description de ce que vous avez de vos tables, donc surtout dans model.xml, et ce qu'il faut à l'outil pour au DACPack Utility pour faire les mises à jour ou le déploiement de votre base de données. Donc là, votre DBA, ce que lui, il va faire avec votre DACPack, c'est lancer SQL Server Management Studio. Hop. Donc pour ceux qui étaient inquiets de ne pas le retrouver, c'est ici qu'il intervient. Sur votre base test, vous allez lui dire, bah, c'est pas compliqué, tu fais un clic droit. Alors soit vous n'avez pas la base test, hop, je la supprime. Dans ce cas-là, il va faire un clic droit au niveau de base de données, déployer une application de la couche de données. Excusez-moi, j'ai la version française. Du coup, ça fait traduction un peu mot pour mot. Il va faire suivant, il va aller chercher votre DACPack, alors qui est caché ici. Suivant, on lui demande le nom de la donnée déployée, donc éventuellement enlever la faire. Et là, notre utilitaire de déploiement va vérifier si toutes les conditions sont requises pour que le déploiement se passe bien. Avec un peu de chance, tout sera vert. Tout est vert, parfait. Donc si je fais terminer, je vois bien que ma base de données test a été nouvelle base de données, je suis convaincu, créer un DACPack c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce qui se passe si j'effectue une modification sur une colonne ou sur un type de données? Bah, si on effectue une modification, on va éventuellement, je ne sais pas, changer une colonne post-title, on va l'appeler post titre. Bon, on a décidé que ça sera en français. J'enregistre, je refais un DACPack, donc un projet d'instantané. Et ce coup-ci, au lieu de demander à mon DBA de créer une nouvelle base de données, ce que je vais faire, c'est qu'il va se mettre sur la base test
il va faire tâche. Enfin là, je vous le dis en mode visuel, ce qu'il aurait pu faire, c'est aussi utiliser des scripts PowerShell qui sont capables de directement gérer le déploiement des DACPAC. Là, on est dans le cas où vous voulez le faire à la main ou de façon plus interactive. Et là, au lieu de faire déployer une base de faire ce qu'on a fait tout à l'heure, donc base de données, déployer une application de couche de base de données, on va faire sur la base de données, clic droit, tâche, mettre à niveau l'application de couche de données. On dit fais une mise à jour. Fais une mise à jour, prends un DACPAC. Je prends le nouveau, ici, je fais suivant. Là, il me cherche les modifications, vous voyez, de façon assez intelligente. Il me dit qu'elle n'a pas changé et pourtant elle a changé. C'est quand il y a des changements plus grands que ceux que je suis en train de faire. J'ai changé juste une colonne qui est en plus d'une table vide, donc ça va pas impliquer de changements qui vont être détectés à ce niveau-là. J'ai la possibilité de lui dire en cas d'échec, tu reviens en arrière. Il va m'indiquer rapidement quelles sont les actions qui vont être réalisées. Il me dit qu'il y a potentiellement une perte de données sur quoi? Sur une opération de table rebuild, donc de reconstruction de table sur dimpost. En effet, j'ai bien changé dimpost pour changer le nom d'une colonne. Et là, je vais obliger mon DBA à cocher cette case qui lui dit qu'il a bien pris en compte qu'il y avait potentiellement une perte de données. Je suis d'accord avec vous, la perte de données, elle est vraiment théorique, étant donné qu'on a juste renommé une colonne, et c'est pour bien avoir une prise de responsabilité, vu que là, on ne passera pas de script, on n'a pas autant de visibilité que sur les scripts, même si on peut les enregistrer, donc il faut bien demander la validation à un moment donné, qu'on est conscient de ce qu'on est en train de faire. Le danger du packaging de cette partie base de données, c'est qu'on fasse un peu n'importe quoi sans s'en rendre compte. Donc je suis bien conscient. J'ai bien pris en compte que SA a confirmé, et ça va être logué dans un fichier de log. Et tout s'est bien passé. Donc on va quand même vérifier que sur test, notre dimpost ait été mis à jour. Alors, en effet, j'ai bien post titre au lieu de post title. Donc tout s'est bien passé. Donc avantage de tout ça, c'est que ces différents livrables, ces différents snapshots, vous allez pouvoir les versionner en même temps que votre projet. Ça veut dire que vous allez garder chacun de vos snapshots dans votre TFS. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Avantage, vous livrez plus des scripts où vous risquez de faire des erreurs, où vous avez des changements de connexion à faire. Là, tout est compris dans un seul fichier qui contient l'intégralité des bases de données. Il faudra juste être vigilant parce que vous vous doutez qu'en termes de droits, par exemple, si j'ai des droits qui sont ajoutés ici, si mon DBA ou quelqu'un s'amuse à rajouter des droits côté serveur de base de données, le déploiement d'un DACPAC va écraser toutes les modifications qui ont été faites et qui n'auraient pas été répercutées sur le DACPAC, sur le projet base de données. On peut voir ça comme quelque chose d'assez contraignant. Moi, je trouve que c'est une des fonctionnalités les plus intéressantes qui permettent de s'assurer que c'est votre projet qui sera la seule version de la vérité en termes de base de données. Vous n'aurez pas la possibilité d'avoir une modification faite sur le serveur qui soit ignorée par votre projet de base de données. Donc, c'est assez succinct comme présentation. Je vous invite à regarder les posts de blog de Jamie Thompson qui sont très complets sur le sujet, qui vous permettra d'aller un peu plus dans le détail. Forcément, en 30 minutes, j'ai fait un aperçu assez succinct. Hop. Alors, pour la petite conclusion, je vous invite forcément aussi à aller sur gus.pro pour différentes raison, surtout pour aller au JSS les 2 et 3 décembre, et pour les autres webcasts.